Info, sport, culture. Vous écoutez le magazine de l'info sur 48 FM. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, bienvenue dans ce magazine de l'information. C'est Guillaume qui vous accompagnera jusqu'à 18h30 tout au long de la semaine. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Au programme du jour, on commencera avec le journal présenté par Cassandra Crae, 10 minutes d'actualité condensée avec nos journalistes. Dans la suite du magazine Info, on accueillera Julien qui viendra nous présenter l'initiative du pôle écrit, à savoir les portraits politiques. Vous pourrez les découvrir cette semaine sur notre antenne. En sport, c'est Lauriane qui vous informe ce soir. Elle reviendra sur l'actualité sportive de ce week-end. Nous retrouverons enfin nos journalistes culture avec notamment l'info intéressante présentée par Mathilde et Salomé. Et ce soir, c'est Clémence qui tentera de nous faire rire en parlant avec humour de la navette fluviale. Mais d'abord, le journal qui vous est présenté par Cassandra Crae. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, les travaux du Busway ont démarré ce matin le long de la côte du Sartillement. Un nouveau chantier qui a causé du tort à de nombreux étudiants. Une centaine de personnes sont atteintes du syndrome Locked-in en Belgique. Marine Liégeois nous parlera d'une association créée pour aider les personnes qui en sont atteintes. L'Université catholique de Louvain et l'Université de Liège s'unissent pour la création d'un pôle d'excellence sportive. Des heures de retard, des bouchons, des professeurs en colère et des chauffeurs de bus épuisés. Les étudiants de l'Université de Liège ont connu de meilleures manières de commencer leur semaine. Les travaux du Busway 2 ont démarré ce matin le long de la côte du Sartillement et tout ne semble pas s'être passé comme prévu. Thomas Johénaud nous raconte les coulisses de cette matinée chaotique. C'est à une semaine des vacances de Pâques que le TEC lance la deuxième phase de ses travaux sur la montée du Sartillement. L'objectif ? Remplacer la ligne 48 par une ligne de bus prioritaire nommée Busway 2. Malheureusement, ces travaux ne sont pas sans conséquences. La circulation s'est retrouvée complètement paralysée pendant plusieurs heures ce matin. Manon, une étudiante, témoigne. Du coup, j'ai pris le bus à 8h30 et on a pris 2 heures pour arriver au Sartillement. Ça a été vraiment un enfer. On est resté pendant 2 heures dans le bus. Il y a plein de gens qui se plaignaient. Il y a des étudiants qui sont descendus du bus carrément pour marcher jusqu'au Sartillement parce que vraiment c'était interminable. Des dispositions avaient pourtant été prises afin d'éviter ces problèmes. Mais le TEC et les ouvriers ont dû faire face à quelques mauvaises surprises. Le chef du projet Busway, Tony Robert, nous explique. On a dû faire face à 2 éléments qui n'étaient pas annoncés. C'est d'une part un chantier de relampage sur une voie d'accès à l'ULG et d'autre part un accident du côté de la sortie en bourse qui rabattait sur d'autres voies d'accès dont celle de la route du Condron. En plus de cela, les ouvriers sur place rapportent plusieurs erreurs de signalisation ayant provoqué la confusion chez les usagers. Un conducteur de bus ajoutera que ces erreurs auraient découragé certains de ses collègues à effectuer leur trajet, certaines délimitations sur la route étant parfois floues, voire dangereuses, les obligeant à rouler à moitié sur la partie piétonne. Est prévue pour demain une nouvelle déviation qui devrait permettre d'éviter un nouvel incident. Mais le TEC ne garantit un retour à la normale qu'à partir de la semaine prochaine. Connaissez-vous le Locked-in syndrome, cette pathologie lourde qui touche une centaine de personnes en Belgique ? Balis, c'est le nom de l'ASBL qui a été lancé à Liège pour aider les personnes qui en sont atteintes, Marine. Oui, Cassandra, depuis septembre 2022, Balis, de son nom complet Belgian Association of Locked-in Syndrome, est la première association belge qui œuvre en faveur des victimes du LIS. Pour faire simple, le LIS résulte souvent d'un AVC. C'est un état neurologique rare dans lequel le patient est éveillé et totalement conscient. Il voit tout, il entend tout, mais ne peut ni bouger, ni parler en raison d'une paralysie complète, excepté le mouvement des paupières et parfois des yeux. Pour Alexandre Origer, le secrétaire de l'association, Balis poursuit 3 objectifs. Tout d'abord, la reconnaissance et la sensibilisation par rapport au grand public et au secteur des soins de santé. Ça, c'est la première étape, donc se faire connaître. Deuxième étape, être un point de contact pour les Locked-in syndrome et l'entourage, mais sur la Belgique. Et troisième grand objectif, demander, mais là c'est vraiment vers les pouvoirs publics, d'avoir des aides plus adaptées à la situation et à la pathologie. Parce qu'il existe des aides pour l'instant, mais elles ne sont pas suffisantes, notamment pour assouvir les besoins primaires.
Comme sa femme, qui est d'ailleurs la présidente de l'association, est atteinte elle-même d'un locked-in syndrome depuis plus de 8 ans, Alexandre Riger sait à quel point le quotidien des personnes souffrant du LIS peut être rude et contraignant, d'où l'importance des dons pour amener sur la table des actions plus concrètes. Dans les actions en fait concrètes, nous le but du jeu dans un premier temps, c'est d'essayer de pouvoir avoir un peu de financement pour mettre quelqu'un à mi-temps, voire peut-être à temps plein, pour s'occuper vraiment des missions de la SBL, parce que bon, on est tous bénévoles là-dedans, on a chacun nos vies, notre boulot, etc. Ça demande quand même pas mal d'énergie, et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui puisse relayer les informations, faire du lobbying auprès des politiques, nous faire connaître auprès du secteur de la santé, etc. Ça serait vraiment l'idéal dans un premier temps. Avec son homologue français Alice, la SBL Balis revendique une vie digne et de qualité à domicile pour toutes les personnes atteintes de ce syndrome. Toujours à Liège, Marie-Christine Van Bockestal devient la première femme à la présidence du Grand Liège. Personnalité bien connue des Liégeois, l'administratrice générale du Forum prend donc la tête de cette association qui a pour but de promouvoir la ville et la province de Liège, tant sur le plan national qu'international. Il est 18h06 et dans la suite de l'actualité, une bonne nouvelle pour les étudiants sportifs de l'Université de Liège et de l'Université catholique de Louvain. Oui, un projet avec de nouvelles infrastructures plus modernes et adaptées aux besoins des jeunes athlètes professionnels vient d'être validé par le gouvernement wallon. Un sujet de Chloé Olivier. L'Alliance pour l'excellence, c'est le credo de ce projet sportif conjoint entre l'UC Louvain et l'ULiège. L'objectif des deux institutions universitaires est de répondre au mieux aux besoins du monde sportif de haut niveau, et ce, dans le but de garantir aux étudiants athlètes un accès à des structures de qualité où s'entraîner et où développer leurs talents. Le dossier, qui avait reçu le soutien de l'ADEPS, permet aujourd'hui de dégager un subside jusqu'alors jamais égalé dans le domaine du sport. Mais à quel changement peut-on s'attendre sur le campus de l'ULiège ? Ce sont un peu plus de 48 millions d'euros qui seront dégagés à l'avenir. Ils permettront au centre sportif du Sartillement de se doter d'une piscine conforme aux dimensions olympiques ou encore d'un centre d'expertise et d'optimisation de la performance sportive. Sans oublier un vélodrome couvert flambant neuf, première infrastructure de ce type du côté wallon du pays. À quelques semaines du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, la nouvelle a de quoi susciter l'optimisme du côté des étudiants avec statut de sportifs de haut niveau. Découvrez d'ailleurs le profil de certains d'entre eux sur les réseaux sociaux du Studio Bus durant toute la semaine. À l'international maintenant, le constructeur américain de véhicules électriques Tesla compte réduire ses effectifs de plus de 10% à l'échelle mondiale. C'est Elon Musk, le CEO de l'entreprise, qui l'a adressé à son personnel dans un mail. Cette décision se réduit à un ralentissement de la demande de voitures électriques. Plus de 14 000 postes seraient menacés. Aux États-Unis, le procès de Donald Trump a débuté fin d'après-midi. Pour rappel, il est le premier ex-président américain à comparaître devant la justice pénale. Le milliardaire américain a qualifié ce procès d'attaque contre l'Amérique. Peu avant le début de l'audience, le candidat républicain a dénoncé une fois de plus une persécution politique agencée par l'administration du président démocrate Joe Biden. Et il est 18h09 et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, on retrouve Julien qui vient nous parler des portraits politiques du pôle écrit. Bonsoir Julien, avec le pôle écrit, vous avez réalisé les portraits de différentes personnalités politiques, alors combien de portraits y aura-t-il ? Bonsoir, alors il y aura 6 portraits. Nous, on s'est attaché aux représentants candidats donc des 6 listes principales aux élections fédérales. Donc les listes PS, dans le désordre, hein, PS, Défi, Écolo, PTB, Les Engagés et MR. Pourquoi on a choisi ces listes et pourquoi ces têtes de liste ? Parce que pour nous, déjà, les fédérales, c'est une élection importante. Et en plus, les têtes de liste en question à Liège, ce sont des personnages qui sont très connus dans la politique belge au niveau fédéral, mais aussi au niveau wallon. On peut citer Nadia Moscoufo pour le PTB, Frédéric Dardenne pour le PS, Vanessa Matz pour Les Engagés, Freddy Debarcy, donc il y a un petit nouveau pour Défi, et Pierre-Yves Géolé pour le MR, donc quand même quasiment tous des gros poids lourds. C'est pour ça qu'on les a choisis. Et pourquoi ceci ? Un autre critère qui a guidé notre choix, c'est il y a 6 listes, on voulait faire la parité. Donc 3 hommes, 3 femmes. Voilà. Et tous ces portraits-là, on pourra les retrouver tout au long de la semaine alors ? C'est ça, tout au long de la semaine. Alors aujourd'hui, on a commencé par un édito qui présente un petit peu les personnages et qui rappelle les enjeux
de l'élection pour notre lectorat, donc les jeunes à Liège, donc ce que les partis proposent pour la jeunesse. Et à partir de demain, donc on va s'attaquer à des vrais portraits qu'on a tous fait avec le pôle écrit, on a tous rencontré ces candidats. Et dans l'édito que vous avez sorti alors pour annoncer ces portraits, vous êtes penché quand même sur le contenu des programmes de ces personnalités politiques et vous saviez ce que vous y cherchiez, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne vais pas tout déballer ici pour que les gens aillent lire tout simplement le portrait, mais on s'est attaché à quelques sujets qui, selon nous, intéressent les jeunes. Et donc, qu'est-ce que les partis disent aux jeunes sur les questions pêle-mêle du droit de vote à 16 ans, par exemple. On entend pour les européennes, certains partis veulent l'abaisser ou d'autres veulent conserver la majorité électorale à 18 ans. Sur les questions des concours en médecine ou en dentisterie qui ont été instaurés cette année, qui font polémique entre les partis. Sur la question de l'insertion, du premier emploi, de l'accès à la culture ou de la santé mentale, qui sont des sujets. Donc on va comparer les différents programmes sur ces points-là. Donc si j'ai bien compris, l'édito a un côté plus politique et les portraits un côté plus personnel. Exactement. On s'est attaché ici, comme je viens de le dire, au programme. Dans les portraits qui vont arriver, on va s'attacher plutôt aux personnages politiques eux-mêmes, puisqu'on les connaît, je l'ai dit, on les connaît déjà, on sait déjà à peu près ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est savoir comment ils ont grandi, quel est leur rapport avec cette ville de Liège, cette province de Liège qu'ils veulent représenter au fédéral. Et donc on va s'attacher plus à leur personnalité et un portrait plus personnel que politique. Oui. Et est-ce qu'on peut déjà prévenir nos auditeurs de qui vont être les premiers portraits ? Alors oui, on va faire une petite vidéo ce soir sur les réseaux sociaux si vous voulez suivre presque en direct, différé, le tirage au sort, puisqu'on fait un tirage au sort pour l'équité des listes, pas mettre les plus gros en premier ou en dernier. Donc c'est tiré au hasard. Donc demain, ça sera Vanessa Matz le matin et Sarah Schlitz l'après-midi. Eh bien, merci pour ton intervention, Julien. Donc on retrouvera vos portraits mardi, mercredi et jeudi. Tout de suite, retrouvons à présent Lauriane pour le débrief de l'actualité sportive du week-end. Alors ce week-end, les événements sportifs étaient nombreux, Lauriane. En football, c'était le choc tant attendu en Jupiler Pro League ce dimanche. Oui, le Sporting d'Anderlecht recevait l'Union Saint-Gilloise. L'enjeu du match était simple, la première place. Ce sont les Mauves qui se sont imposés sur le score 2-1. Dolberg a d'abord ouvert le score pour Anderlecht avant que l'arbitre n'accorde un pénalty aux Saint-Gillois et n'exclut Zeno de Bast dans le même temps, un pénalty qui sera d'ailleurs converti par Cameron Puertas. Les Mauves à 10 contre 11 inscriront tout de même un deuxième but et grâce à cette victoire, le Sporting d'Anderlecht prend seul la tête de ses Champions Playoffs. À noter que le club de Bruges s'est imposé 3-0 face à l'Antwerp, une victoire donc qui permet aux Brugeois de revenir à 2 points de la deuxième place et de conserver leurs espoirs de titre. Et en Europe Playoffs, donc en Europe, le Standard a gaspillé une avance de 2 buts face à Saint-Tron. Alors que les Liégeois menaient 1-3, ils ont vu les Trudonnais revenir à 2-3 et égaliser en fin de rencontre. Avec ce partage, les Liégeois restent bloqués dans le fond du classement. Et dans la lutte pour le maintien ? Oui, Charleroi a pratiquement assuré sa place en D1 l'année prochaine. Les Carolos se sont imposés dans les arrêts de jeu à Courtrai. Le Molenbeek, leur poursuivant. Du côté des arts martiaux mixtes, c'était samedi, de la nuit de samedi à dimanche, la soirée tant attendue de l'UFC 300 et on peut dire qu'elle a tenu ses promesses. Oui, la carte principale était historique. Pas moins de 11 champions, anciens ou actuels, sont montés dans l'octogone. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectacle était au rendez-vous. Le combat principal de la soirée opposait Alex Pereira et Jamal Hill chez les poids lourds légers. C'est le champion Alex Pereira qui conserve sa ceinture à l'issue de l'affrontement. Les hostilités n'auront pas duré longtemps puisque Pereira éteint la lumière à son adversaire au bout de 3 minutes. Une performance impressionnante. Et chez les poids légers, c'est Max Holloway et Justin Gaethje qui s'affrontaient quant à eux pour la ceinture BMF. Donc c'est une ceinture qui a été créée pour récompenser le plus dur des durs à cuire de l'organisation. Et c'est Holloway qui l'emporte avec un KO spectaculaire, littéralement à la dernière seconde du combat. Et toujours chez les poids légers, c'est Armand Tsakourian qui s'impose à la décision face à Charles Oliveira, ancien champion de la division. Et pour finir, dans la catégorie des poids pailles féminins, Weili Zhang conserve son titre face à sa compatriote Yan Xiaonan. En tennis, le week-end était animé par les Master 1000 de Monte-Carlo.
Oui, samedi, Novak Djokovic s'est incliné en demi-finale face à Casper Ruud. Le Serbe a montré quelques signes de fatigue en fin de semaine. En demi-finale toujours, Jannik Sinner a perdu face à Stefanos Tsitsipas au terme d'un match très disputé. Les deux joueurs nous ont offert ce qui est probablement le meilleur match du tournoi, avant que le physique de Sinner ne lâche dans le dernier set. Oui, et dimanche, un duel Tsitsipas contre Ruud était donc à l'affiche. Et Casper Ruud est malmené dans le premier set, tandis que le Grec se montre agressif et n'hésite pas à monter au filet. Finalement, Tsitsipas l'emporte 6-1, 6-4. C'est donc une troisième victoire sur la terre battue de Monaco. Un grand moment d'émotion pour le joueur après une période difficile. Et cette victoire lui permet même de réintégrer le top 10 du classement ATP, juste derrière Casper Ruud. En finale double, les Belges Vliegen et Gillet se sont imposés face à Melo et Zverev. C'est donc un duo à surveiller pour le reste de la saison ? Oui, mais la grande information de ce week-end, c'est le retour de Rafael Nadal à l'Open de Barcelone. Pour rappel, l'Espagnol était forfait depuis le mois de janvier et il jouera demain face à Flavio Cobolli. Carlos Alcaraz, quant à lui, est toujours blessé et ne prendra pas part au tournoi. Eh bien, merci Lauriane. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité sportive. Place à la culture maintenant. À l'occasion du festival Rêve Général organisé au Sartillement, le slam était mis à l'honneur. La soirée organisée par le collectif El Slam permettait aux élèves de participer à un atelier d'écriture. L'objectif, c'était le partage de leurs revendications. Ornella Foilem nous immerge dans l'ambiance de cet événement. Le chapiteau blanc qui accueillait la soirée slam avait tout l'air d'une arène de gladiateurs. Décoré d'un seul pupitre qui lui-même était éclairé par une forte lumière blanche, la scène pouvait paraître impressionnante pour tous ceux qui ne s'étaient jamais soumis à l'exercice de la prise de parole en public. Mais pour Julie Lombé, slameuse qui a animé les ateliers d'écriture, c'est le slam qui a donné à ses élèves la confiance nécessaire pour monter sur scène. On a une confiance en soi qui est vraiment boostée et une estime de soi qui l'est également. Donc on sait qu'on a la capacité de faire des choses. Il y a une participante aujourd'hui qui nous a dit dans l'atelier « Je ne viendrai pas dire mon texte ». C'est hors de question que la communauté universitaire m'entende dire ça, je suis prof ici. Elle s'est rendue compte que c'était tout à fait possible et elle a aimé faire ce qu'elle a fait là et elle se sent aujourd'hui plus valorisée par rapport à elle-même. C'est encouragé par l'auditoire que les slameurs se succédaient sur scène. Si certains étaient plus timides et cachaient leur nervosité derrière le papier qui contenait leur texte, d'autres s'emparaient de la scène avec assurance. J'ai mal au ventre. Je sens un coup de pied fantôme qui tord, qui retourne les intestins dans tous les sens, alors que d'autres essayent de décider de mon destin sans mon consentement. Mais moi, ce coup de pied, je veux l'adresser aux fachos, aux machos, à tous ces gros cochons qui sont en costume, en uniforme, en training ou en mixoration. Le slam sert alors de moyen d'expression des revendications politiques et sociales, comme l'explique Julie Lombé. Le slam, c'est un outil d'émancipation qui est extrêmement démocratique. Je prends une feuille, je prends un bic, et ça donne néanmoins quelque chose de très construit et avec un vrai propos politique. Pour Alicia, slameuse participante à cette soirée, le slam n'a pas que des effets positifs sur ceux qui tentent de se frotter à ce genre poétique. Le slam est quand même une poésie qui est assez, qui est une poésie contemporaine, qui a une vertu un peu militantiste pour un peu déconstruire, choquer, impacter. Et je pense que ça peut avoir un impact positif sur soi-même et les autres. Engagé, libérateur et conscient, le slam n'a pas fini de rencontrer du succès auprès des artistes et du public. Une discipline qui est de plus en plus populaire. Alors c'est l'heure des chroniques intéressantes. Salut Salomé, salut Mathilde. Ce soir, vous vous demandez pourquoi les hommes s'interdisent aujourd'hui de porter une pièce qui a été pourtant longtemps maîtresse dans leur vestiaire. Et oui, ce soir, on va parler robes. Parce que pendant longtemps, tout ce qui se rapportait au registre de la tunique, du vêtement long en général, était en fait porté par tout le monde. Ce qui est aujourd'hui un symbole ultime de la féminité, était jusqu'à une certaine époque un signe de virilité et même d'autorité. Mais donc à partir de quand les hommes ont-ils décidé d'abandonner ce grand confort estival, cette agréable petite brise entre les jambes que permet la robe ? Si on remonte à l'Antiquité, chez les Romains, la robe était bien unisexe. Même lors de combats, et ce jusque chez les gladiateurs, représentant en titre de la masculinité, les hommes portaient de petites jupes courtes et amples. Et les gladiateurs, eux, n'avaient pas aucun risque de se faire siffler en se rendant dans l'arène. D'ailleurs, on privilégie les robes lors des combats pour des questions de confort et de mobilité.
Ce qui aujourd'hui nous paraît complètement farfelu, car la robe et tout ce qui est de l'ordre de la jupe et la tunique est associé directement à quelque chose de tout bonnement pas très pratique. Au Moyen-Âge, le vestiaire reste mixte, femmes et hommes portent la robe, et cette robe, elle ne ressemble pas tant que ça à l'image mentale qu'on en a aujourd'hui quand on pense au mot robe. Celle-ci s'apparente en fait à un ensemble de vêtements, draps, toges ou pelandes, ce petit mot rigolo signifiant un long vêtement chaud et très ample, ouvert par devant. À côté du houppelande, il y a aussi la cotte, qui n'est pas la cotte de maille, mais une simple tunique par-dessus laquelle on ajoute un surcot. Il n'y a encore aucune connotation féminine associée à cette pièce de nos garde-robes, mais la femme est déjà un peu entravée dans ses mouvements. On lui rajoute quelques centimètres supplémentaires pour couvrir ses pieds. Dans cette petite histoire du chiffon, c'est au XIVe siècle qu'une rupture s'opère entre les hommes et les femmes. Un vêtement, on a encore une fois saugrenu, le pourpoint, fait son apparition. Cette veste courte et matelassée couvrant le corps du cou à la ceinture, même si le pourpoint pouvait se porter encore plus court pour faire dépasser la chemise. Signe la fracture du vestiaire entre les hommes et les femmes. Les hommes qui fait tellement le pourpoint, plus confortable, qu'ils abandonnent progressivement la robe, c'est le début de la tenue 2 pièces, le pourpoint se porte avec un pantalon. C'est ce que Nadège Gaufret-Fayolle, historienne médiéviste, appelle la révolution du costume court. Et d'ailleurs, qui n'a jamais rêvé qu'on vienne lui faire la cour en pourpoint ? La robe ne disparaît cependant pas du vestiaire, mais elle n'est portée que par ceux qui représentent les faibles, les bébés, les vieillards et les femmes. Pourtant, elle reste un synonyme de dignité, voire un signe d'autorité dans de nombreux métiers, les métiers de robe, donc le clergé, les avocats, les juges. Donc la robe restait ici un truc de gens puissants et stylés. Malgré tout, cette distinction vestimentaire va devenir une norme de genre, une norme qui est tellement engluée dans les esprits, elle est devenue un argument de discrimination pour tout homme qui tenterait de se réapproprier cette ancienne pièce de leur vestiaire. Porter une robe devient alors une injonction à la féminité, mais les femmes veulent aussi pouvoir choisir de porter autre chose que des chiffons longs. Les années 60 signent une autre révolution vestimentaire, celle du pantalon. Même si pas si révolutionnaire que ça, pour que les hommes puissent justement retourner aux robes, aux jupes, aux cots et aux surcots, et tuniques en tout genre. Merci à vous deux. De nombreuses expositions prennent place chaque année dans la Cité Ardente et Salomé a décidé de vous en faire découvrir une par jour pendant ce Studio Bus. Aujourd'hui, c'est l'exposition Vidéographie. La New Space, lieu d'art alternatif de Liège faisant partie de la Space Collection, accueille actuellement l'exposition Vidéographie et je suis allée y faire un tour. Vidéographie, c'est une exposition qui rend hommage à Robert Stephan, un des pionniers de la télévision en Belgique, et en même temps qui fait un parcours qui regarde ce qui a été une des missions les plus intéressantes de la RTBF pendant les années 70 et 80. Diffusée à des heures tardives, car un peu en avance sur son temps, l'émission a pu compter parmi elles des artistes dont le nom est aujourd'hui bien connu. On a pu y retrouver des artistes belges comme Jacques Lizanne, francophones comme la chanteuse Brigitte Fontaine, ou encore plus internationales comme Patti Smith. Bien confortablement installé dans des reproductions de salon, on peut se balader entre les différents thèmes, en passant par Paroles de femmes, puis par la poésie, pour finir sur les luttes sociales. Et avec au fond, une vidéo de l'artiste Bill Viola, qui est actuellement en exposition au musée de la Bovary. L'exposition Vidéographie est quant à elle gratuite et présente jusqu'au 19 mai. Une exposition à ne pas rater donc. Et ce qu'il ne faut pas rater non plus, c'est la navette fluviale, puisqu'il n'en passe qu'une par heure. Et Clémence a juste un mot à nous dire à ce sujet. On nous a annoncé le retour de la navette fluviale à Liège. On espère qu'elle ne brûlera pas comme son homologue, le Pays de Liège. C'est ce petit bateau qui avait pris feu en 2022. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Au programme, vous passerez par le quartier de Fragné pour arriver au centre-ville, le tout à la vitesse du son. Enfin, non, je voulais dire que vous circulerez au son des pelleteuses, toujours en train de creuser des trous qu'on devra recreuser dans un mois.
Durant cette balade, vous pourrez profiter de la délicieuse odeur printanière d'herbes euphorissantes consommées en masse le long des quais. Vous aurez même l'occasion de découvrir les bouchons de Liège, la spécialité de la ville. En effet, avec son allure avoisinant les 4 km/h, la navette ne vous dépaysera pas, vous flotterez aussi vite que l'échangeur de Loncin un lundi matin. Pour les amateurs de baignade, n'oubliez pas votre combinaison intégrale, bien nécessaire pour nager dans une eau où votre survie dépendra de la quantité de crasse au mètre cube. Mieux vaut ne pas boire la tasse, à moins d'être adepte de l'urinothérapie. Si vous vous arrêtez place Coqueril, peut-être qu'on vous proposera, ce qui est contrairement à celle de René Magritte, effectivement une pipe. Comprendra qui pourra. En revanche, si vous tournez à gauche, par contre, vous partagerez peut-être un journal avec les étudiants en journalisme. Nous vous accueillerons évidemment avec plaisir. Cette dernière chronique est évidemment à prendre au second degré, mais c'est déjà la fin de ce magazine info. Rendez-vous demain à 18h sur 48 FM pour une nouvelle édition. Info, sport, culture. Vous écoutez le magazine de l'info sur 48 FM. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Garance. Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du Studio Bus 2024. Voici les titres de ce journal. Une marche citoyenne contre le centre fermé de Votem avait lieu ce dimanche. Plusieurs associations se sont rassemblées pour dénoncer les conditions de vie dans le centre. Ce week-end avait également lieu le projet Liège Who, l'occasion pour les étudiants de l'ULiège de s'exercer au débat sur les questions de santé mondiale. Et une nouveauté dans ce Studio Bus, chaque soir, les étudiants du master en journalisme de l'Université de Liège vous proposent 2 capsules, des portraits de sportifs qui rêvent de JO ou au parcours de vie atypique. Et nous refermerons ce journal sur une performance physique spectaculaire. Ce dimanche, une marche citoyenne démarrait de la place Saint-Lambert, Garance. Oui Arnaud, tous les ans à la même date, des centaines de militants se retrouvent pour manifester en faveur de la fermeture du centre fermé de Votem. Depuis sa création il y a 25 ans, ce centre suscite des vagues de contestation. Et ce 14 avril, 40 associations se sont réunies pour dénoncer les conditions d'enfermement. Un reportage de Nora Belgomri, Mathieu Dotet, Antoine Ramet et Adrien Dambly. C'est sur la place Saint-Lambert que le départ de la manifestation prend place. À l'approche des élections, les manifestants se sont fait nombreux pour partager leurs opinions sur la politique migratoire actuelle, notamment en ce qui concerne les centres fermés. France Aretz, porte-parole de la CRACP. Nous constatons, et là je dirais vraiment plus que jamais, que l'extrême droite, les idées de l'extrême droite percolent, je dirais même gangrènent les partis traditionnels, et ce qui se passe maintenant est vraiment très grave. L'étranger est criminalisé. Avant de rejoindre Votem, les manifestants se sont arrêtés au cimetière de la Citadelle, là où de nombreux soldats décédés durant la Seconde Guerre mondiale sont enterrés. Cet arrêt est un symbole pour les manifestants de la lutte contre le fascisme. On retrouve devant le centre de Votem Christine Nibog-Doumbé, pour qui la migration est une réelle richesse. Nous, on est pour une suppression totale des centres fermés. On pense que la solution, c'est surtout d'avoir une régularisation et claire, avec des lois claires. Ici, on voit qu'il n'y a pas des règles concrètes pour savoir si on va avoir ou non les papiers. Et nous, on est plutôt pour ça, vraiment des lois pour clarifier tout cet aspect de régularisation des sans-papiers. On est dans un pays où on a gagné énormément de choses via la mobilisation. Et donc, je pense que ça fait fonctionner, ça fait peur au gouvernement et donc ça fait bouger les lignes de continuer à se mobiliser. La manifestation a regroupé plusieurs centaines de manifestants. Tous ces gens sont venus en espérant que cet anniversaire du centre de Votem soit le dernier. Et ce dimanche avait également lieu la 15e édition des 15 km de Liège Métropole, Arnaud. Oui, un succès record cette année avec plus de 11 000 participants. Plusieurs parcours étaient proposés, 315 km et jusqu'à un trail de 42 km pour les plus téméraires. Le Liège était bien représenté avec une team de 1132 étudiants et membres du personnel. Dorine Donati s'est levée tôt pour aller à leur rencontre. Violaine et ses amis, étudiantes en sciences de la motricité, courent généralement avec plaisir. Mais aujourd'hui, c'est pour une raison un peu particulière. Non, on a un petit système de points bonus avec les cours pratiques si on vient, donc c'est toujours bon à prendre. Et voilà, après ça fait une petite sortie entre potes. 1, 2, 3, sciences mots. 3, 2, 1.
Les jeunes femmes partent pour 7 km en plein cœur de Liège, des Guillemins au bord de Meuse en passant par le jardin botanique, tout ça en musique jusqu'à la ligne d'arrivée dans le parc de la Bovrie. Un véritable village y était installé pour l'occasion. Ravitaillement en tout genre, aires de repos et même des séances de massage. Objectif, chouchouter les coureurs. C'est un petit massage de récupération, parce que nous on est là jusqu'à 15h, mais après je sais pas, je sais qu'il y a un trail de 42 km, donc à voir à quelle heure arrivent les derniers, quoi, mais on sera là pour eux, quoi. Bien le petit massage après la course, incroyable, franchement les étudiants font super bien ça. Et les étudiants de l'ULiège n'ont pas manqué de briller. Sur le podium des 7 km messieurs, on retrouve en 3e place Henri, étudiant en ingénieur civil. Et comme le veut l'adage, après l'effort, le réconfort. Les participants se sont retrouvés autour d'un verre dans une ambiance bien liégeoise. Et bravo à toutes celles et ceux qui ont mouillé le maillot pour l'occasion. C'était un week-end décidément bien chargé, Garance. Et oui Arnaud, parce que ce week-end avait également lieu un autre événement marquant, Liège Who, où quand l'OMS, ou presque, s'invite au Sartillement. L'idée est de proposer aux étudiants une simulation en grandeur nature des débats au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Parmi les thèmes abordés, les enjeux de santé mondiale, mêlés aux questions du réchauffement climatique. Laura Mestré et Lara Wilkin se sont prêtés au jeu. Ce week-end, les étudiants liégeois se sont initiés aux politiques de la santé. Avec Liège Who, Alicia Dubuffet s'est glissée dans la peau du Portugal. Un véritable moyen de sensibiliser les étudiants au travail de l'OMS. Je suis assez curieuse de voir comment ça se passe au niveau international et du coup aussi au niveau de l'OMS pour justement une thématique qui m'intéresse beaucoup, donc l'environnement et les inégalités sociales en santé. Et donc c'est pour ça que je me dis que c'est vraiment une opportunité ici d'apprendre sur le tas un petit peu de comment ça se passe. Caroline Loufundu et Adèle Corver sont à l'initiative de l'événement. Après avoir participé à une simulation à Genève, elles ont décidé de ramener le projet à Liège. On veut que les participants puissent vivre les processus de l'OMS. On n'a pas toujours l'occasion de voir jamais, de vivre ces processus-là. Et donc pour étudiants qui est passionné d'enjeux de santé mondiale, de débats, voilà les thèmes de cette année-ci, réchauffement climatique, c'était vraiment passionnant. Au programme du dernier jour, séance plénière et débat. Une belle expérience pour ces étudiants en sciences de la santé publique. Ici, c'était la première session, donc à mon avis une session un peu pilote. Beaucoup d'expérience par rapport à la connaissance de mon propre pays, donc moi j'avais le Portugal, et donc ça m'a vraiment poussé à m'informer sur les conditions de ce pays, sur ses positions au niveau du climat, au niveau de la santé, et aussi d'en apprendre davantage sur les collaborations internationales justement de mon pays avec d'autres pays. C'était très intéressant. Cette première édition s'est achevée avec succès hier soir. Les coordinatrices espèrent retenter l'expérience d'autres facultés. Arnaud, est-ce que tu connais Lisette Lombé? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette ancienne étudiante de l'ULG devenue aujourd'hui poétesse nationale? Absolument. Diplômée en 2002 en langue et littérature romane, elle débute sa carrière comme prof avant de se réorienter vers le milieu associatif. Et en 2015, elle fonde El Slam, un collectif de poétesses. Objectif, faire entendre la voix des femmes. Une démarche politique pour cette artiste afroféministe, aujourd'hui nommée, tu l'as dit, poétesse nationale. Nous l'avons rencontrée avec Nora Belgomri et Lara Wilkin. Une belle reconnaissance de l'Université de Liège pour Lisette Lombé, pour son travail de terrain, mais également pour le slam comme faisant partie de la littérature et de la poésie. Alors pour moi, la poésie, c'est d'abord une manière d'être au monde, c'est se lever le matin et d'être sensible à la beauté, à ce qui se passe à l'intérieur. Étant slameuse, il y a quelque chose qui ne s'arrête pas au moment du processus d'écriture. Il y a une envie, une espèce d'urgence de dire les choses qui fait qu'il y a quelque chose qui mène nos corps de slameuses derrière un micro, sur une scène. Ces 2 années où Lisette Lombé doit être ambassadrice d'une poésie qu'elle partage avec les associations, les écoles ou encore les prisons. L'événement marque cet amour des lettres, cet amour des mots, la poésie pour déconstruire les stéréotypes. Et nous, notre porte d'entrée, c'est le slam, qui est une manière peut-être plus démocratique de partager de la poésie. Et puis dans les classes, à l'intérieur des classes, j'écris et puis j'écoute d'autres et de se dire que la poésie est quelque chose de très accessible finalement. Quand vous allez à un micro ouvert de slam et qu'il y a un ensemble de slamheureuses qui disent, qui partagent leur urgence de dire, on a une espèce de catalyseur de ce qui est en train de se passer dans le monde. Dans les ateliers, elle crée des espaces d'expression, invitant toutes et tous à entrer en poésie.
Je dis aux enfants, si j'entre dans cette classe et que je vous dis je me sens comme une voiture sans roue, est-ce que je vais bien ou est-ce que je vais pas bien? Donc tous les enfants, même à partir de la 3e maternelle, ils disent ah non, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ou une chaise à 3 pieds, il y a quelque chose qui ne va pas bien. En fait, c'est entrer dans un langage très particulier qui va dire notre expérience de manière la plus singulière. Grandir dans le ventre d'une femme qui ne veut pas devenir mère, qui ne veut pas de nous sur cette terre. Une claque poétique pour permettre à chaque personne de s'identifier, de raconter et surtout de s'autoriser à prendre la parole. On vous l'annonçait dans les titres, la nouveauté de ce Studio de Bus 2024. Tous les soirs dans ce journal, nous vous proposons 2 capsules inédites. La première est dédiée au sport et ce soir, Arnaud zoome sur le breakdance. Qui fait sa grande entrée comme discipline olympique. 2024 s'annonce donc une année palpitante pour les breakdancers belges. Parmi eux, Tiromana Tupea, il espère se qualifier pour les JO de Paris. Mathieu Agro et Nathan Lacomble sont partis à sa rencontre. Animé par la musique et la danse de Run DMC, Tiromana Tupea est plongé dans le breakdance depuis 17 ans. Pour atteindre le rang de sportif de haut niveau, le Bruxellois n'a pas ménagé ses efforts. Au début, je m'entraînais vraiment beaucoup parce que j'essayais de rattraper un certain retard, tu vois. Et malheureusement, c'est vrai que pour les compétitions internationales et la scène internationale en général, il faut s'entraîner beaucoup à raison de 20 heures semaine pratiquement. Pour le champion du monde en groupe et quintuple champion de Belgique, le break est un sport plus complexe qu'il n'y paraît et qui demande beaucoup de technique. Dans le break, tu as 4 styles, tu as 4 grands styles. Donc les top rock, c'est tout ce qui se passe en haut. Les footwork, c'est les jeux de jambes au sol. Les power moves, c'est tout ce qui est circulaire et assez spectaculaire. Et les freeze, c'est tous les mouvements figés. Donc toutes les figures que tu prends et tu les figes. Si Tiromana est heureux de voir son sport représenté au JO, il souhaite que sa discipline conserve son côté artistique. La chose qui me soucie, dont je me soucie le plus, c'est d'avoir le juste milieu entre l'artistique justement et le sportif. Pourquoi? Parce que vu que ça arrive au JO et qu'on arrive dans un contexte très sportif, on a peur de justement brader le côté artistique, tout simplement pour le côté sportif. La WDSF a créé tout un circuit à franchir avant de se rendre à Paris. La prochaine étape qualificative aura lieu en mai. C'est au cours de celle-ci que Tiromana tentera de valider son ticket. Et vous pourrez retrouver l'entièreté de ce portrait dès 20h sur la page Facebook et Instagram du Studio Bus. Et pour terminer ce journal, place à une info insolite. Et pas seulement insolite, mais spectaculaire. Le 10 avril dernier, Anouk Garnier s'est hissée à bout de bras jusqu'au 2e étage de la Tour Eiffel. Au-delà de l'exploit physique, un objectif plus personnel. Clément Bailly nous explique. Grimper la Tour Eiffel, on n'imagine déjà pas trop comment c'est possible. Mais avec une corde, eh ben Anouk Garnier, elle l'a fait. Même si à la base, elle est double championne d'obstacles, rien à voir. Tout ça dans le but de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Et elle a même battu le record du monde de 90 mètres détenu par un Sud-Africain. Impressionnant, non? Mais pourquoi est-ce qu'elle a choisi la Tour Eiffel pour son exploit? Eh bien, en 2022, une Danoise a escaladé l'Opéra de Copenhague à une hauteur de 26 mètres. 26 mètres pour la Française, c'était pas assez. Alors elle s'est dit, pourquoi pas grimper la Tour Eiffel jusqu'au 2e étage? 110 mètres, ça, c'est de l'exploit. Et on pourrait croire qu'elle décide de se reposer un peu après ça. Mais que nenni! Puisque c'est elle qui portera la flamme olympique à Marseille le 9 mai prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain, même heure, sur la page Facebook du Studio Bus. Belle soirée à tous. À demain, Arnaud. Grimper la Tour Eiffel, on n'imagine déjà pas trop comment c'est possible. Mais avec une corde, pour la lutte contre le cancer.